Voilà, comme ça, maintenant je suis dans l'image. Mais c'est complètement flou, donc... Ah, parce que tu fais... D'accord. Donc je disais bonjour Fabien. Bonjour Alexandre. Comment ça va pour toi aujourd'hui? Oh bah là ça va tranquille, je suis posé. Ouais. Je suis super content de t'accueillir dans le studio pour deux raisons. La première, c'est que je viens de l'améliorer, je trouve que le setup me plaît beaucoup. Cool. Et du coup, je suis content de l'essayer, et en plus l'essayer avec toi. Parce que tu fais partie de ces gars qui me touchent, parce que je te sens à fond ancré dans tout ce qui est entrepreneuriat. Ouais. Et au même moment, à fond ancré dans les mêmes délires que moi, développement personnel, compréhension de soi, de l'univers, tout ça. Ouais. Et je crois que ça me fait du bien de rencontrer des gens qui sont comme moi. Mais pareillement, bah oui, c'est profondément narcissique, mais on aime ça. C'est chouette. C'est chouette. Fabien Descours, comment est-ce que tu te définirais toi aujourd'hui? Pas par des mots. Mais comme il faut essayer quand même de se relier aux gens qui nous écoutent. Comme accompagnant pour des personnes, pour des entrepreneurs, pour des gens, soit qui sont entrepreneurs, soit qui le deviennent, et qui peinent à trouver chaussures à leurs pieds, qui peinent à trouver une façon de développer leur activité qui est écologique, respectueuse et qui fonctionne. Moi, je vois souvent des gens qui luttent, qui se forcent, et pour qui ça ne marche pas. Et du coup, moi, j'aide ces personnes à vraiment trouver chaussures à leurs pieds et vraiment comment ils peuvent développer l'activité qui leur ressemble selon leur fonctionnement, sans chercher à se suradapter, à rentrer dans un moule et à finir en tarte, mais vraiment en partant de soi et de comment je pars de moi pour faire quelque chose qui a du sens et pour développer le business. Aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus de ce que j'aime et de ce qui me parle, c'est entreprendre sans sacrifice. Sans sacrifier ni sa vie perso, ni son couple, ni le sport, ni la spiritualité, ni le business, ni l'argent. C'est un entrepreneuriat sans sacrifice, donc c'est complexe, mais c'est ô combien épanouissant. Trop cool. Ça me fait marrer parce que je vois que t'as les automatismes de regarder la caméra et tout. Je suis en mode, mais le mec est trop dans le game. C'est trop bien. Trop bien. Ah, c'est vrai que je suis tenté de te regarder quand même. Hein. Ben ouais, écoute, on va dire que c'est mon œil gauche. Il y a un truc que j'observe, c'est que c'est marrant, c'est là maintenant que j'ai envie de parler de ça. J'ai envie d'animer une discussion autour de comment et pourquoi démocratiser tout ce qui est développement personnel et bien-être. Et il y a une personne qui m'a répondu en mode, mais c'est quoi le bien-être? Et c'est quoi que tu veux faire? Et en fait, j'étais super dérangé parce que j'étais en mode, mais moi j'ai grave mon idée et tu me dis que je suis pas clair. Et ok, d'accord, donc oui, je suis pas clair. Mais en même temps, c'est difficile d'être clair parce que la notion de bien-être pour chacun, elle va être complètement différente, etc. Et je me rends compte que la norme de quelqu'un ne sera pas la norme de quelqu'un d'autre. Et dans ce que tu es en train de dire là, je sens qu'il y a comme entrepreneuriat égale une norme de développement d'activité, alors qu'en fait, non. Il y a juste une compréhension de soi. Une façon que j'ai choisie pour faciliter l'entrée en relation avec les gens, c'est que plutôt que de faire une espèce de montée en généralité, j'ai grave envie de m'appuyer sur l'histoire des gens, quelle est leur façon de voir le monde, de façon à ce que les gens qui voient pareil se relient à eux, et quelles sont leurs croyances et comment ils ont démonté des croyances qui limitaient pour construire des croyances qui permettaient d'avancer. Si on part dans cette direction, Fabien, c'est quoi le premier élément qui t'a permis de te rendre compte d'un problème et de comment le lever, peut-être en matière d'entrepreneuriat, peut-être que c'est au moment où tu t'es lancé, enfin, dis-moi. Par rapport à un problème que j'ai rencontré? Ouais, tu sais, toujours dans cette idée de, aujourd'hui, toi, tu veux aider les gens à faire des choses avec eux et pas malgré eux. Ouais. Et toi, à quel moment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette situation de faire malgré toi, enfin... Simplement, avec ma première activité en ligne, j'ai été amené à faire plein de séminaires, plein de formations diverses et variées, alors que ce soit sur mes thèmes de prédilection. À l'époque, c'était beaucoup le bien-être, justement. Mais du coup, pour développer l'activité, je me suis retrouvé dans plein de séminaires physiques, fait des formations en ligne sur la publicité Facebook, sur les webinaires, sur YouTube, sur l'emailing, le copywriting, sur plein de méthodes finalement, plein de pans, même chapeauter l'entreprise, plein d'approches diverses et variées. Et je me suis retrouvé très vite en fait à faire des trucs qui me parlaient pas forcément. J'ai essayé de faire de la prospection sur LinkedIn, de la prospection à froid même, d'appeler des gens et tout. Et j'avais cette tendance à facilement me laisser décentrer par ce qui était à la mode, par ce qui était soi-disant efficace, ce qui était le plus... ce qu'on me conseillait finalement il y a 2 ans, c'était même pas un an et demi. Fais des shorts, il faut faire des shorts. Aujourd'hui, il faut être sur TikTok. Donc il y a une partie de moi... J'ai commencé à me laisser décentrer et j'ai fait 1 mois de short jusqu'à réaliser mais non quoi, c'est pas mon truc. Donc le gros challenge a été
de me laisser décentrer successivement suffisamment de fois pour perdre foi en moi et vraiment à voir qu'en fait ça marchait. Dès que je me décentrais, je me perdais, je démarrais quelque chose, j'arrêtais, je démarrais, j'arrêtais, je démarrais, j'arrêtais. J'ai fait ça pendant des années, pendant 75% de mon parcours entrepreneurial. Ça fait 10 ans que je suis sur le web, 10 ans que j'entreprends déjà, et sur les 7 premières années, 7 ans et demi, je pense que ça doit faire 2 ans que c'est vraiment ancré, que ça a commencé à se stabiliser. Mais pendant les 7 premières années, c'était dispersion, c'est vraiment ce qu'on appelle l'objet brillant, le syndrome d'objet brillant, ou la pirouette en fonction du vent qui change. Ça manquait d'ancrage, et du coup, je me laissais disperser, je me laissais changer de voie, en fait, assez facilement. Dès que quelqu'un était suffisamment persuasif pour me vendre sa méthode ou ce que lui pensait comme étant pertinent. Donc ça a été ça, vraiment. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui je fais ça. C'est que justement, je me suis tellement perdu en route, parce que chacun sait ce qui est bon pour moi, qu'aujourd'hui je suis devenu beaucoup plus ancré là-dedans. J'ai une force aussi à aider les gens à plus croire à ça, quoi, à plus croire à des solutions extérieures, mais vraiment à apprendre. Ça peut prendre vraiment du temps, à apprendre à trouver ce qui est bon pour soi et qu'est-ce qui marche, quoi. J'ai l'impression que ton histoire elle l'illustre, hein. Tu dis que pendant 7 ans, tu as œuvré à droite, œuvré à gauche de différentes façons jusqu'au moment où tu as trouvé ta teinture singulière. Et du coup, ce que je me demande, c'est, tu as employé le mot objet brillant. Ouais. J'imagine qu'il y a comme une théorie derrière ça, et peut-être que ça représente ton histoire. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? De l'objet brillant ? Ouais, pour moi, ça fait partie des schémas, des symptômes. Je viens du monde de la santé, j'étais kinésithérapeute dans une période de ma vie, et j'ai été très concerné par la santé, par le bien-être. Et un jour, j'ai vraiment réalisé qu'il y a les symptômes et il y a ce qui se cache derrière. Et que les gens, nous les humains, je dis nous, hein, pour pas parler de moi en tant qu'humain, je m'intéresse souvent beaucoup plus aux symptômes. J'ai ça, merde, il faut que je le règle. Et j'ai constaté que c'est universel, en fait. Le premier truc qui apparaît dans notre conscience et qui nous emmerde, c'est un symptôme. C'est jamais le problème, vraiment. Et l'objet brillant est un symptôme. Et l'objet brillant, c'est quoi ? C'est je vois un nouveau bouquin, une nouvelle méthode, un nouveau livre, c'est pas un bouquin, livre, une nouvelle formation, ou un nouveau courant philosophique, où, tiens, on me parle, j'en sais rien, puisqu'on est dans l'entrepreneuriat, justement, je suis, admettons, sur ma chaîne YouTube, je fais mes vidéos, et puis là, il y a quelqu'un qui me parle des shorts, ou il y a quelqu'un qui me parle de les bots Messenger, c'était à l'époque, ou l'intelligence artificielle, ou je sais pas quoi. Et du coup, je me laisse décentrer, ah ouais, comme le papillon, tu sais, qui va là, papillon, et je me perds en route, en fait. Et donc l'objet brillant, c'est vraiment cette capacité à tout abandonner, tout lâcher ce que j'étais en train de faire pour poursuivre cet objet transitoire de désir là, qui va changer encore et encore d'ailleurs. J'ai envie de t'arrêter là-dessus parce que je pense qu'il y a probablement beaucoup de gens qui peuvent se relier à ça. Qu'est-ce qui fait à ce moment-là que tu es en train de faire tourner quelque chose et que d'un seul coup tu t'arrêtes pour passer à autre chose ? Il y a plein de raisons. Il y a plein de bonnes raisons. Ça peut être, pour moi, c'était très arrangeant parce que ça m'évitait de réussir à un certain niveau d'exposition. Ça me permettait de protéger un aspect de moi où ça me fait peur d'aller à un certain niveau d'exposition. Je crois pas en la dichotomie de croyances négatives, positives ou croyances limitantes aux ressources. Il y a juste des croyances. Et les croyances, c'est des systèmes de protection, c'est des systèmes économiques pour le psychisme. Donc l'objet brillant étant juste un symptôme, comme si t'as un bouton, un spot d'acné, ça peut avoir plein de causes. Est-ce que c'est le foie? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est whatever? Là c'est pareil, l'objet brillant, ça peut cacher le fait que j'ai peur de me donner suffisamment de confiance pour que ça marche. J'ai peur de m'exposer. Évidemment, il y aura toujours derrière de la peur et une forme de résistance. C'est un mécanisme de protection, c'est un mécanisme de défense en psychologie. Donc après, il peut y avoir, on pourrait trouver 3, 4, 5, bien plus de schémas différents selon les gens. Après, il y a des patterns récurrents, évidemment. Mais souvent, ça va être ça. C'est soit je crois pas en moi et du coup, je vais bien valider que je suis une merde et que j'y arrive pas. Je reste toujours en échec. Ou je me protège vraiment du regard de l'autre, ce qui va plus être mon cas. Ou qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ça peut être je reste dans les plans et je reste dans le confort du mental parce que c'est très plaisant. Encore récemment, j'avais une personne qui était dans ce dilemme là de Fabien, je sais pas, est-ce que je me forme, j'ai cette nouvelle formation sur les états modifiés de conscience qui m'appelle grave, ça résonne et tout. Et il y a aussi mon business parce qu'elle était en poste depuis un moment et elle avait envie de développer son biz et de déménager, ce qui impliquait du cash, etc. Il y a cet écartèlement qui est assez fréquent mais où du coup c'est pareil, c'est un faux dilemme, c'est un faux problème. Et c'est plein de moments où il y a une occasion inconsciente pour se décentrer de l'essentiel, de vraiment bosser, de vraiment expanser le business. Et où là, le confort, en fait, c'est tout le confort du mental aussi, quoi.
le confort de la formation, où tu n'implémentes pas, où juste tu peux engranger de l'info. C'est cool, c'est kiffant. Ah, j'apprends des trucs. Il y a des gens comme moi qui adorent fonctionner selon ce modèle-là, mais pendant ce temps-là, tu travailles pas. Et c'est un truc que j'avais dit dans une vidéo qui avait marqué pas mal de gens, mais c'est tout con, c'est que quand tu te formes, t'es pas en train de bosser. Peut-être que tu es en train de gagner en compétences, peut-être que c'est utile et c'est profitable à plein de points de vue, mais tu n'es pas en train de développer ton activité. Et il est facile de se faire croire qu'on est en train de bosser pour faire son activité. Là où en 2017-2018, je pouvais me former 4 heures par jour, je me donnais l'impression que je bossais, mais que dalle. Quand tu te formes, c'est l'énergie contraire à entreprendre. Parce que je suis dans un modèle de recevoir des outputs, des inputs plutôt. Je mets des trucs dans ma tête au lieu de sortir des choses. Là où pour moi, entreprendre, c'est je crée des choses. Je crée du contenu, je crée des vidéos, je crée des podcasts, je fais de la publicité, je prospecte. Soit ça va dedans, soit ça va dehors. Et il y a des dominantes en fait. Dans notre vie entrepreneuriale, il y a des temps dans lesquels on est plus en mode engranger, et je me forme. Et des moments où on est plus à créer, à sortir. Et quand c'est trop déséquilibré, bah justement, cet écueil de l'objet brillant, ça peut être aussi beaucoup. Je prends beaucoup d'infos, mais je sors rien. Je ne crée rien, et du coup, bah, ça n'avance pas. Et donc, il y a différents schémas, là, en quelques mots, qu'on peut retrouver, quoi. Ok, donc si je comprends bien, il y a comme... j'ai comme une façon de faire les choses, puis j'entends parler d'autres façons de faire et je me dis ça sera probablement une meilleure façon de faire et donc du coup il y a des choses à l'intérieur de moi qui peuvent être nombreuses, qui vont me disrupter de ce canal sur lequel je suis en train de me développer, en me dire non, ce sera forcément mieux ailleurs, et pour ça il peut y avoir plein de raisons. Et il y a un autre truc, l'ennui. Le simple fait d'avoir quelque chose à répéter encore et encore, juste faire des vidéos, juste faire des articles, comme c'est mon cas aujourd'hui, bah, il y a un endroit où c'est répétitif, où c'est banal, c'est routinier. Et il y a beaucoup de gens qui repoussent ça, qui résistent à ça. Et où l'objet brillant, c'est une façon d'amener une bulle d'oxygène. C'est un peu comme tu es dans ton quotidien. Et puis, tu vas aller à la montagne pendant un week-end, mais ça résout pas le truc de fond, si tu veux. Et du coup, il y a cette tentation ou ce fantasme peut-être, de croire que tout doit être toujours nouveau, excitant, enthousiasmant. Et je suis le premier à dire qu'il faut faire un truc qu'on kiffe. Mais c'est pas 100% du temps, quoi. À un moment donné, il y a des contraintes, à un moment donné, il y a un jour où tu auras moins envie. Et c'est là où le piège pourrait être de justement se décentrer parce que, mais là, en ce moment, je m'ennuie un peu, c'est peut-être plus ça que je dois faire. Et donc, on commence à faire une remise en question trop tôt, qui est même pas à propos, en fait, tu vois. Ok. Et du coup, là, j'ai envie de mettre un peu de concret. J'ai la sensation qu'on est un peu dans comme l'explication, mais j'aimerais bien avoir un peu plus d'histoire. Toi, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais en train de te décentrer et comment est-ce que tu es revenu à ton centre ? J'ai vu que je me décentrais quand j'ai passé 3 mois à prospecter sur LinkedIn et que ça m'a rapporté 0, ou ça m'a rapporté 150 €. J'ai prospecté des dizaines de personnes, je passais 3 jours à faire ça. Non seulement ça me saoulait, mais avec le recul, je sais même pas, enfin si, je sais, mais j'étais vraiment loin de mes pompes pour passer du temps tous les jours à faire ça, quoi. Ça me nourrit pas, ça m'a jamais nourri. J'ai fait pareil avec les posts sur les réseaux sociaux, à vouloir faire des posts et des posts, j'ai senti que putain, ça me nourrissait pas, quoi, ça me gonflait et je le faisais quand même. Et à un moment donné, ça a été de réaliser la dissonance. Quand j'ai fait un point avec la personne qui m'accompagnait à l'époque, j'ai regardé les faits et j'ai vu que la prospection que j'ai fait pendant 3 mois m'a rapporté 150 balles, soit pas grand chose. Et pendant les mêmes 3 mois, j'avais mis une publicité pour mon bouquin à l'époque. Et j'avais passé même pas 1 heure à la faire. J'avais lancé une pub avec une petite image, avec un petit texte tout pourri, vite fait, tu vois, 5 € par jour juste pour tester. Parce qu'on m'avait dit, ça marche bien la pub Facebook sur les bouquins, tu devrais tester. Je fais, ok, je teste. Et en 3 mois, j'avais vendu quelques dizaines de livres, peut-être pas autant. Ou une dizaine, tu vois, quelque chose comme un livre ou 2 par semaine, petit, mais ça remboursait les frais publicitaires. J'étais ce qu'on appelle break-even à 0, donc ça rapportait quand même des clients. Et moi, je passais 3 heures par jour à prospecter et à faire un truc qui me plaît pas et qui rapporte rien, alors que pendant ce temps-là, en sous-main, il y avait de la pub qui tournait, qui rapportait des clients et dont je ne m'occupais même pas. Donc là, le réel m'a montré justement qu'il y avait une dissonance et que je me dis, c'est là où j'ai vu que j'avais en moi un programme qui disait un peu, faut galérer, ça peut pas être trop facile. Tu vois. Si c'est trop facile, il y a anguille sous roche. Et après, j'ai capté à quel point, en fait, c'était juste moi qui croyais un peu trop fort à ce truc-là. Donc, j'ai appris petit à petit à voir comment ça peut être beaucoup plus fluide et simple et agréable. Ok, tu viens de dire un truc, ça m'a fait faire un mouvement de tête, je l'ai senti. C'est comme, en fait, il y a une croyance qui est à l'intérieur de toi, qui prend les mots de « il faut que ce soit dur ».
Et c'est le jour où tu t'es aperçu de ça qu'il s'est passé quelque chose derrière, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, c'est quand j'ai vu que je me mettais toujours dans le mode, je finissais par valider ce truc-là. J'en avais pas conscience. Les croyances, souvent, on les découvre en vivant. Et j'ai réalisé que je me débrouillais pour complexifier le bordel, pour rendre plus complexe que ça ne l'est vraiment. J'ai vu des gens qui ont, depuis en 5 ans, ont fait toujours le même business, toujours la même stratégie, toute bête, et ça marche pour eux, tu vois. Et dans les gens, profils plus atypiques, comme, même si j'aime pas trop ces termes, il y a une réalité aussi, dans des profils un peu atypiques. Il y a cette facilité à se décentrer, à arrêter, démarrer, à aller chercher des trucs nouveaux. Et c'est le meilleur moyen de se planter et d'échouer, en fait. Et je l'ai constaté à mes dépens. Où pendant, justement, 7 ans, j'ai erré, ça m'a permis de comprendre tout ça. Mais factuellement, si on reste dans le concret, j'ai rien créé, j'ai tout arrêté, redémarré, détruit. Alors qu'en 10 ans, j'aurais pu créer un actif incroyable. Juste là, en 2 ans et demi, je le vois, l'effet cumulé, ce que ça peut créer. Je le vois, la puissance de quelque chose qui peut grandir. Et j'ai vu des gens qui ont fait ça, mais qui en sont capables. Mais j'ai aussi vu beaucoup de gens qui ont un peu un profil comme moi, qui ont au final, n'ont pas créé grand-chose, à force de dispersion, à force de sans cesse croire qu'il y a une nouvelle idée mieux et machin. Mais c'est ce décentrage qui crée, du coup, ce problème-là. Avec la croyance qui peut être nourrie, du coup, mais j'arrive pas, mais c'est dur, mais j'arriverai jamais. Alors que c'est justement moi qui entretiens le truc. Ok. Et comment t'as trouvé le moyen de sortir de ce que t'entretenais, là, cet engrenage? J'ai tout arrêté. Ok. J'étais en crise en retour de la Réunion en 2020. Enfin, c'est la vie qui m'a aidé. Ça fait bateau, mais en quelques mois, il y a Facebook qui m'a striké mon compte, donc je pouvais plus faire de publicité. J'ai perdu mon gros client que j'avais en accompagnement marketing. Et j'ai tous les clients que j'avais en accompagnement qui en peu de temps ont arrêté. Ils se sont tous passés le mot quelque part. Bizarrement, c'est tombé à zéro. Et ça m'a mis dans une grosse remise en question parce qu'effectivement, je me décentrais trop. Et du coup, ce qui m'a aidé, c'est revenir à moi. C'est pendant 1 an, c'est d'aller regarder à l'intérieur vraiment mon fonctionnement, par diverses voies, que ce soit la voie psychédélique, la voie de la thérapie, la voie de l'énéagramme et de la connaissance de soi. Ça m'a permis de capter des trucs de moi qui m'ont mis une énorme une claque, une uppercut même. J'étais sonné pendant 1 an et j'ai pas fait grand chose, à part j'avais quelques clients qui étaient revenus, qui étaient un peu en filigrane, mais sans chercher à développer. J'étais juste là, à vraiment pas faire grand chose. Et ça a été ça qui m'a aidé à me recentrer, à me dire ok, de quoi t'as envie. Et puis il y a ce projet que j'avais en tête depuis des années, c'était créer une plateforme sur laquelle juste j'ai envie de partager tout ce que j'ai appris. Et du coup, en fait, ça s'est fait un peu naturellement. J'avais appris un nom de domaine et puis j'ai commencé à écrire des articles et puis j'ai jamais arrêté. J'ai écrit, puis retourné des vidéos, mais ça s'est fait naturellement, justement, sans trop me poser la question, sans trop me dire putain, maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qui est à la mode, comment je vends mes services, c'est qu'est-ce que j'ai envie. Fondamentalement, qu'est-ce que j'ai toujours aimé, c'est créer du contenu, c'est parler. Donc je le fais. Je ne fais que ça. Et on peut me dire ok, ouais, mais les posts sur Facebook c'est bien. Oui, mais ça me fait chier, donc non, je le fais pas. Mais c'est bien les shorts et TikTok. Non, je le fais pas. Je fais des longues vidéos, ce qu'on disait, et après j'utilise un outil pour découper les shorts. Mais j'ai pas envie de passer des heures et des heures à faire des shorts, ça me plaît pas. C'est pas mon truc, tu vois. Ni les posts ni rien. Donc j'ai fait ce que j'aimais en fait, parler, créer. Et mais j'ai dû passer par cette étape vraiment de vide où j'ai plus envie de grand chose pour prendre le temps d'écouter ce qui vraiment pousse au fond. Et ça a toujours été créer du contenu, quoi. C'est pas d'aller prospecter des gens qui me connaissent pas, c'est pas de faire semblant de m'intéresser, c'est pas de faire le guignol sur les réseaux, c'est de faire le guignol sur ma chaîne YouTube. C'est de parler et de créer et de créer des contenus longs, des contenus qualitatifs, poussés, où je mets des blagues de merde, où j'essaie d'être didactique, simple. Bref, c'est mon style, quoi. Et je ne fais que ça. Ok, donc en gros il y a un premier business que tu montes, ça se développe, puis finalement tu as des conseils ou des choses que tu prends comme des conseils, ça pourrait être mieux, ou ça serait comme plus alléchant. Tu te rends compte qu'à force de faire ça, tu t'égares, et il y a ce truc mais en fait il y a mon mental, il y a une croyance à l'intérieur de moi qui dicte mes mouvements, sans même que j'en ai conscience, et il faut que ce soit dur. Tu te rends compte de ça, et tu trouves le moyen, parce que la vie te l'impose. Il faut disrupter de ce truc-là, donc tu te recentres vers toi et tu développes du coup ce que tu aimes faire en te débarrassant de ce que tu n'aimes pas faire. Et du coup, ça fait que tu fais des formats qui te ressemblent, plutôt longs, plutôt didactiques. Est-ce que c'est le genre de format qu'on voit partout ? Enfin, c'est quoi ton style à toi ?
Qu'on voit partout, je sais pas, ça dépend ce que tu regardes sur YouTube, mais je dirais plutôt que je fais un peu tout le contraire de ce qui est dit depuis quelques années. Moi, les conseils que j'entends, c'est raccourcis tes contenus parce que les gens ils ont une attention de poisson rouge. C'est pas faux, mais ça dépend de ton audience, ça dépend de leur âge, ça dépend des sujets. Mais moi j'entends ça. Le temps d'attention raccourci, donc raccourci tes contenus, va sur les réseaux, va sur Instagram, va là où les gens sont. Les gens désertent Facebook, désertent les blogs et compagnie. Les gens désertent YouTube aussi. J'ai pas fait le rebelle pour faire le rebelle. Hein. Je fais des contenus longs, des vidéos de 20, 30, 40, 50 minutes. Sur l'Enneagramme, j'ai fait plein de vidéos qui dépassent 45 minutes. Je mets des petits avec un montage minimal, donc là où pareil des potes me disent ah mais tu montes pas assez tes vidéos, faut que tu mettes plus de mouvements, faut que tu attires le chaland et que tu fasses des cuts très dynamiques et tout. Ouais, mais ça me fait chier. Moi, ce que j'aime faire, c'est mettre des blagues de merde, c'est de mettre des passages du dîner de Caen, toujours les mêmes, ou de mettre les visiteurs, ou de mettre des petits trucs drôles. C'est tout ce que je mets. Donc c'est minimaliste, c'est des contenus longs. Et les articles, pareil, c'est des articles longs avec des gifs, avec des trucs rigolos. Je suis pas à toutes ces règles qu'on me dit qu'il faudrait faire. Parce que ça, c'est encore chercher à maximiser à tout prix le résultat, la rentabilité. En fait, c'est pas parce que quelque chose marche qu'il faut le faire aussi. Je veux dire, si moi ça me fait chier, si moi j'ai pas envie de forcément prendre mon spectateur pour un con, dans le sens où je vais monter pour à tout prix pour maintenir ton attention jusqu'au bout de la vidéo. Moi, je pars du postulat que si la personne elle s'intéresse au sujet, qu'elle a envie d'écouter ma vidéo, elle l'écoutera. Ça veut pas dire que je vais pas faire d'efforts. Je mets moi aussi une luminosité. Moi aussi, j'ai acheté du matos pour faire un truc qui est qualitatif, qui est propre, qui donne envie d'être écouté. Mais je vais pas pré-mâcher le truc en mode je fais un montage tellement dynamique pour te maintenir. Si t'as envie d'écouter, t'écoutes. Si t'as pas envie d'écouter, t'écoutes pas. Donc non, je fais pas enfin, il me semble en tout cas que je fais plutôt dans les contenus qu'on trouve de moins en moins malheureusement. Mais c'est ce qui, moi perso, je consomme, hein, des contenus longs, poussés, fournis, sur des sujets qui m'intéressent et où je vais pas hésiter à les écouter de A à Z. Moi, toutes les vidéos que j'écoute par intérêt, par les gens que je suis, j'écoute tout de A à Z, même si la vidéo fait plus d'1 heure. Dans ce cas, il y a un truc que j'ai envie de demander, parce que je pense que la croyance derrière, c'est je peux pas faire ce genre de contenu parce que je vais pas pouvoir développer une activité, parce qu'a priori c'est autrement qu'il faudrait que ça fonctionne. Comment se développe ton activité à toi ? 2023 a été la meilleure année que j'ai faite depuis, je pense, depuis longtemps, voire depuis toujours. Parce que j'avais fait une bonne année aussi à l'époque de mon business sur le paléo, mais sur la santé. Mais c'était plusieurs années de cheminement. J'avais une liste email bien plus grosse, j'avais une plus grosse audience, et le chiffre était à peu près le même que cette année, que 2023. Sauf que là, j'ai une petite chaîne YouTube, j'ai une petite audience, et puis j'ai vendu plus par an. J'ai vendu plus d'accompagnements que je n'ai jamais vendu. Donc j'ai eu beaucoup plus de gens qui sont venus à moi, beaucoup de gens qui me contactent spontanément. Encore une fois, ça ne fait que 2 ans et demi. Pour l'instant, je fais même pas de pub, et c'est que de l'organique. Donc moi, j'ai pris le truc à rebours. J'aime beaucoup l'effet Lindy dont parle Nassim Taleb. L'effet Lindy, c'est si ça fait longtemps que ça, pour faire simple, si ça fait longtemps que ça marche, les probabilités nous disent que ça marchera pendant encore au moins le même temps. Ça fait 2000 ans qu'on lit la Bible, il y a de grandes chances que dans 2000 ans les gens la lisent encore. Ça fait 2000 ans qu'on mange des pizzas, dans 2000 ans il est probable que les gens mangent encore des pizzas. C'est ce truc de le temps, c'est le temps qui fait sa loi. C'est le temps valide ou pas les choses. Et moi ça fait 10 ans que je suis sur le net. Et il y a plein de méthodes que j'ai vues être périmées, qui ont disparu comme ça. Les VSL, les vidéos ultra dynamiques, machin, vidéo hypnotique là. Le bot Messenger dont je parlais tout à l'heure, ça a disparu. Plein de trucs comme ça qui étaient à la mode, qui ont disparu. Mais les articles, le blog, le SEO, les vidéos YouTube, le contenu organique comme ça fait plus de 20 ans que les gens consomment. Enfin, YouTube, je sais pas si ça fait 20 ans, mais presque. Et ça marche toujours. Ça marche toujours, c'est toujours là. Donc moi je reste sur des trucs qui sont validés, et les faits me confirment ça. Mon site est en augmentation constante, donc je peux entendre dans des pubs ça et là où les gens qui me disent les gens ne lisent plus en 2024, en 2025 pour les prochains. Les gens ne lisent plus, les gens vont plus sur Google, l'IA, machin. Écoute, mon site est en croissance constante, donc force est de constater qu'il y a toujours des gens qui lisent, qui font des recherches et qui s'intéressent. Idem pour YouTube. Donc, moi, en tout cas, le réel valide que ce que je fais, ça, d'un point de vue purement entrepreneurial, ça fonctionne.
Je crois que j'avais envie de te poser cette question parce que j'observe parmi les professionnels avec lesquels je travaille qu'il y a beaucoup de croyances de c'est comme ça que ça devrait fonctionner, etc. Ouais. Et toi, tu montres que tu as cru longtemps qu'il y avait une recette miracle et qu'au final, la recette miracle, c'est celle qui te correspond. Ouais. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, il y a un mec qui disrupte en ce moment en matière de musculation et de vidéos sur la musculation. Bon, en fait, le mec, il ne fait aucun cut. Le mec, il pose sa caméra et pendant 1 heure, il parle devant, il est en train de manger, il est en train de faire des trucs et le mec, il explose. Okay. Et il rebat les cartes du game de la musculation. Et c'est pour dire qu'en fait, il n'y a pas de vérité, quoi. Non. En France, avant, il y a un mec qui s'appelle Efkan Kurnaz, From Human to God, qui lui aussi faisait ça longtemps avant, qui a développé son business de cette façon-là aussi. Et je crois que j'avais envie de t'entendre le dire, que ça fonctionne aussi et que tu as des chiffres derrière qui montrent que c'est cool, quoi. Oui, parce que, encore une fois, c'est comme quand tu t'intéresses à la santé, aux médicaments, aux compléments alimentaires, c'est quid des conflits d'intérêts. Moi, quand j'entends quelqu'un qui me parle qui me dit que mais non, aujourd'hui, le SEO, YouTube, ça marche plus. Aujourd'hui, il faut faire des lives, ou il faut faire de TikTok. D'accord, mais c'est quoi tes conflits d'intérêts? Tu vendrais pas une formation TikTok par hasard? Tu vois ce que je veux dire? C'est facile, on les connaît, ces leviers, les fausses solutions, l'ennemi commun. Enfin, ça fait 2000 ans qu'il y a ce truc de la vérité universelle, tu vois. C'est bon, quoi. Aujourd'hui, on est à une ère où chacun peut découvrir sa façon, comment c'est écologique pour lui, sa vérité, mais ça demande tout ce cheminement intérieur, de savoir qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui est vivant pour moi, qu'est-ce qui m'éclate, indépendamment de ce qu'on dit, parce que vraiment, il y a la plupart des entrepreneurs que je connais se laissent décentrer par les modes, hein, et pourquoi pas, si ça leur convient. Moi, j'ai constaté que ça marche pas. Et qu'à chaque fois, ça me fait me disperser parce que j'accordais trop d'attention à ce qui est censé être efficace. Mais je m'en fous. Enfin, moi, ce qui compte, c'est pas d'être à tout prix dans l'efficacité. Ce qui compte, je suis pas entrepreneur pour faire des trucs qui me cassent les couilles. Je veux dire, si demain j'apprends que faire du beatbox en vidéo, ça fait buzzer tes vidéos, mais je vais pas pour autant m'emmerder à apprendre le beatbox pour ça. Enfin, sauf si ça m'éclate et que je me dis, allez, on va faire le con là, et je vais faire mes petites blagues, mes petits beatbox. Mais non, fondamentalement, est-ce que je suis en référence interne ou externe? J'aimerais que tu partages aujourd'hui quel est le but de ton activité et pour qui, et après que tu expliques comment tu fais. Donc quel est le but de ton activité pour commencer? Le but de mon activité pour les gens que j'accompagne. Mon activité, moi, elle est là pour aider les gens, dans la continuité de tout ce que je raconte, c'est d'aider à trouver dans ta vérité ce qui est bon pour toi et de trouver la méthode qui fonctionne vraiment pour toi. Là où les méthodes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment pour moi un chemin unique pour chacun. C'est-à-dire, c'est pas parce que pour faire cette rando-là, il y a ce chemin-là qui est privilégié, il y a plein de façons d'y aller. Et moi, j'aide les gens à identifier le chemin qui est bon pour eux, qui va être écologique et qui peut durer dans le temps. Parce qu'il y a ça aussi, il y a cette notion de court terme et de long terme. À court terme, quelque chose peut fonctionner, quelque chose peut attirer notre regard. Mais c'est super important de garder cette vision long terme de qu'est-ce que je fais sur le long terme pour que ce soit pérenne et pas rester bloqué dans des approches court terme. Parce que, pareil, je discutais avec des clients, avec des amis, et il y a souvent ce truc de ah ouais, mais je fais des posts sur les réseaux, je dois être présent sur les réseaux sociaux, je dois faire des shorts pour avoir des clients maintenant tout de suite, je dois prospecter pour avoir des clients à court terme. Ok, peut-être. Et si tu fais que ça, tu ne construis rien sur le long terme, et le jour où tu arrêtes, ça retombe. Moi, le jour où j'arrête, si là par exemple j'arrête et pendant 6 mois je fais rien, mes vidéos YouTube, ma chaîne va continuer à grossir parce que c'est des actifs. Mes articles, pareil. Parce que quand tu crées quelque chose qui est un actif, ça tient. Tout ce qui est basé sur la pub, sur les réseaux, quand t'arrêtes, c'est fini. Ça, au bout de 2 jours, je discutais avec une pote qui a un compte Instagram, qui a 10 ou 15 000 personnes sur son Instagram. Elle me dit, Fabien, quand je crée un post, il tient 48 heures. Au bout de 48 heures, c'est périmé, c'est fini. Je fais wow, ok. Je dis pas que c'est mal et qu'il faut pas le faire. Je dis pas que c'est juste que moi c'est pas ma vision. Mais pour moi, on peut avoir une vision court et long terme. Et dans tous les gens que j'accompagne, moi j'aide vraiment à ça, à trouver à la fois comment tu peux développer sur court et long terme. Parce que fondamentalement, il y a aussi cette réalité de si je veux des clients demain, si je fais un article ou une vidéo, ça va pas forcément ramener grand monde. C'est normal. Mais si je fais que du court terme, jamais je vais avoir un actif qui va faire que je peux me toucher la nouille et il y a des clients qui vont rentrer tout seuls, ce qui est mon cas aujourd'hui. Donc et du coup, c'est quoi le profil de la personne à laquelle tu t'intéresses? Moi, c'est beaucoup des entrepreneurs qui ont ce profil un peu de vilain petit canard, qui en fait c'est des gens qui ont cherché justement à coller à tout prix
Ils voient des canards autour d'eux, c'est ah mais ces méthodes-là, moi aussi il faut que je fasse comme eux. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Et puis ils font, et puis un jour ils réalisent que ça marche pas, et en fait ils réalisent que c'est pas des canards, que c'est des cygnes. Donc c'est des profils un peu comme ça. J'aime pas ces termes, mais c'est ces profils un peu atypiques, ces profils d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à rentrer dans un moule ou une case, mais qui se démènent tellement pour y essayer, qui se castrent complètement et qui s'oublient et qui se décentrent. Et moi, je les aide à se recentrer. Donc ça passe par une phase de reconnexion à soi et de réelle connaissance de soi, de qu'est-ce qui t'anime, de c'est quoi les schémas répétitifs dans lesquels tu es coincé. Parce qu'on disait avec l'objet brillant, j'ai identifié plusieurs schémas qui se répètent tout le temps. Que ça soit la dispersion, que ça soit le fait de rester discret dans l'ombre, que ça soit le fait de rester dans les plans et dans le mental au lieu de réellement faire le job. Donc je pars de la connaissance de soi et de comment fonctionne la personne pour ensuite le transférer dans son activité pour que ce soit beaucoup plus simple et naturel. Pour moi, le business, ça devrait pas être quelque chose de différent de ce que tu fais tous les jours. Moi, je passe ma journée à parler. Je passe ma journée à apprendre. Du coup, mon activité ne devrait pas ressembler à autre chose que ça. Donc, au plus c'est proche de ce que je fais déjà, au plus ça va durer. Donc, c'est ça que j'aide les gens à trouver. Et après, je les accompagne concrètement dans le développement et dans le cheminement concret. Parce qu'au milieu de tout ça, pendant le parcours entrepreneurial, c'est une vraie odyssée. Mais il y a plein d'obstacles, il y a plein de oui mais sur le chemin. Ah ouais, mais je vais pas arriver. Ah mais comment je fais pour les tarifs? Ah mais Fabien, je sais pas comment je fais ma vidéo. Ah, et je dis quoi dans ma vidéo? Enfin, toutes les insécurités, toutes les peurs, toutes les objections qu'il y a tout au long du chemin, je les connais. En tout cas, la plupart, je les ai moi-même vécues. Donc, il y a tout ce cheminement-là, tout ce réajustement de cap pendant une phase de transition, et après j'accompagne aussi concrètement dans la réalisation du truc, quoi. On marche ensemble, je suis le guide de haute montagne, tu vois, je suis déjà allé un peu dans la montagne, je reste pas perché en haut de la montagne, mais j'aide les gens à aller avec le matos qui leur convient, avec le rythme qui leur convient. Moi je m'adapte et on va en haut de la montagne ensemble, tranquillou. Et du coup, s'il y avait une clé, peut-être une question que devrait se poser ou que tu pourrais apporter à ces personnes-là, ce serait quoi? Que dit le réel? Si tu regardes le réel, si tu regardes les chiffres, si tu regardes la réalité de ce que tu as fait, de ce que tu as testé, de ta réalité aujourd'hui, émotionnelle, financière, de tout ce qui a été expérimenté, qu'est-ce que ça a donné dans le réel? Pas dans le fantasme de « je dois faire ça parce que nanani nanana », ça a donné quoi dans les faits? Parce que le réel, c'est le mur contre lequel on se cogne. Parce que là, il y a une forme de vérité pour moi. Dans ce retour du réel, ça te montre vraiment la dissonance, enfin l'ampleur de la dissonance entre le mental, entre la carte et le territoire. Ça me parle de ouf ce que tu dis. Et c'est marrant parce que les questions les plus importantes sont pas les questions auxquelles on peut répondre seul. Parce qu'il y a toujours cette version de nous à l'intérieur qui sait, mais qui n'a pas la possibilité de prendre la distance avec la peinture pour la regarder pour ce qu'elle est. Elle est tellement prise dans l'histoire que... Et du coup, je comprends la pertinence de ta question et surtout la pertinence d'un accompagnement pour apprendre à répondre avec vérité à ce genre de questions. Mais oui, parce que nous passons notre temps à pas être dans le réel. Notre système nerveux il est câblé comme ça, hein, on vit dans notre monde et pas dans le monde. Et il s'agit de voir les endroits où on se cogne dans le réel pour se rendre compte de l'ampleur de la dissonance carte-territoire. On peut passer notre vie à rester névrosé et à rester enfoncé dans notre carte du monde, mais je pense que ça vaut le coup de faire un pas de recul, de mettre un genou à terre et dans cette posture d'humilité, de regarder les endroits où le réel nous enseigne en fait tout le temps et où on passe notre temps avec notre tête, avec nos plans, avec nos envies, avec nos projets, à lutter contre ce qui est. Que ça soit dans ce qui est facile et fluide pour nous, que ça soit dans ce qui... bref, non. Ça me parle. En tantra, on dit que le tantrika construit un édifice de croyances qui va lui permettre d'avancer. Et un jour ou l'autre, il va être obligé de défaire cet édifice pour construire d'autres croyances qui lui permettront de continuer à avancer. Ouais. J'ai la sensation dans ce que tu proposes que c'est comment on peut regarder tes croyances là où elles t'ont amené pour en construire des nouvelles pour aller encore plus loin. Ouais. Et j'aimerais rajouter derrière le réel, c'est ce qui reste quand on cesse d'y croire. Merci Fabien. Parce qu'à la fin, il y a plus d'édifice, il y a plus de croyances. Enfin, c'est de voir est-ce que je peux rester avec ce vide qui reste une fois que la croyance est étiolée, parce que c'est une vacuité quelque part. C'est juste quelque chose. C'est juste du mental. Donc quand j'ai vu la vanité de ce truc-là, est-ce que je peux rester avec le vide ou le chercher à le remplacer aussi?
Et du coup, ça ouvre à beaucoup plus que... Parce que dans l'imaginaire, il y a la croyance voilà, c'est ça. Il y a la croyance limitante, le truc, tout est écartelé. Puis il y a la croyance aidante. Je vais fabriquer une nouvelle croyance pour avancer. Mais ça reste une croyance, ça reste un truc que je vais fabriquer. Qui fabrique ça? L'ego, toujours. Donc on est toujours dans un truc délimité. Et si je reste dans le vide de, en fait, j'en sais rien. Est-ce que je suis capable ou pas? Je peux finir avec la métaphore du piano, si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Je me suis mis au piano en début d'année là, et je vois toutes les parties de moi que ça active en mode, je vois un morceau de Chopin et je me fais oh putain, mais jamais je serais capable de jouer ça, mais oh là là, tu vois les notes, tu sais, c'est les tutos où t'as les notes qui tombent de duo et tu fais waouh. Je suis, il y a une partie de moi où je suis découragé d'avance en mode mais waouh. Et en même temps, quand je vois des pianistes que j'adore, des Sofiane Pamar, ou tous les gens qui interprètent du Chopin ou autre, je fais waouh, ils ont dû bien commencer quelque part. Donc aujourd'hui, c'est en train de vriller par rapport à ça, où je me dis mais en fait, j'en sais rien de quel niveau je peux atteindre ou pas au piano, et je m'en branle, juste je joue, juste je fais le job, je fais ma routine encore et encore. La métaphore business serait pareil, j'en sais rien. Est-ce que je suis capable d'aller chercher le million ou 10K ou 100 000 abonnés, moi ou quelqu'un d'autre ou mon client? On s'en fout en fait. Juste je reviens au réel, à ce qui est dans mon champ, dans ma zone d'influence, pour reprendre le terme dans le stoïcisme, et Inch'Allah quoi. Il n'y a pas besoin forcément de croire ou d'être sûr ou de savoir ou d'anticiper. CF, ce truc, le coup du piano, je ne sais pas et je m'en fous, on verra. Merci. Fabien, où est-ce qu'on peut te retrouver? Merci à toi. On peut me retrouver sur epanescence.com ou sur la chaîne YouTube éponyme Epanescence. Trop bien. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Merci. Merci, Fabien. Merci à toi, merci pour ton écoute et ton attention dans un siècle dans lequel cette attention est malmenée. Donc voilà, on peut parler longtemps et quand même être écouté. Si tu es là encore, en tout cas, c'est que c'était le cas. Donc voilà, on peut se permettre même ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une devise? Est-ce qu'il y a quelque chose? À lutter contre soi-même, on ne peut que perdre. C'est une phrase qui m'a vraiment tilté. Quand je me suis dit ça, j'ai fait ok, je passe mon temps à résister contre des parts de moi et à chercher autre chose que ce qui est. Je passe mon temps à sentir des choses en moi et à pas les vouloir. Et j'ai constaté que cette guerre intestine intérieure, elle mène à rien. C'est une quête vaine en fait.